Bien. Très bien. Alhamdoulilah. Alors, pardon, alors paraît-il, nous sommes le 6, c'est pas le Oui, 5. bah oui, parce que c'est Voilà, pour ça tu posais que. des questions. Oui, oui, on est le Poser des 6. questions. Alors, on est le 6. On n'est est pas le le 5. 6. Alors, nos téléspectateurs savent très bien que j'ai un petit souci avec les dates. Hein. Oui. Bon, allez, on va Je voir le bon confirme. côté des choses aujourd'hui. Je vous fais gagner une journée quand même. Hein. Tu nous fais gagner une Voilà, journée. on se oui. fait gagner une journée. Ouais, c'est oui. Ouais, pour pouvoir faire beaucoup de choses, pourquoi pas. Pourquoi pas, un vendredi. Mais nous sommes quand même le 6, hein, nous sommes quand même le 6 décembre. Voilà, alors aujourd'hui, Mina, nous allons parler d'un grand événement, le plus grand d'Afrique d'ailleurs, le seul et le plus grand d'Afrique d'ailleurs. Nous allons revenir sur la conférence africaine donc, des startups qui a débuté hier le 5. Voilà, je crois que c'est pour ça que je disais le 5. Hein. Donc qui a débuté hier le 5, qui se poursuivra jusqu'à demain, le 7, Inch'Allah. Donc c'est une très très belle conférence du moment qu'elle réunit donc, des experts qui nous viennent un peu partout du continent, justement, pour parler de l'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle et surtout donc, tout ce soutien et cet apport qu'on pourra donc apporter aux startups. Et nous allons parler de sport. Alors, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? À l'extérieur. Hein. Bah, tout ce À qui la était maison, possible. c'était les poupées. À Bon, l'extérieur, à la maison, c'était les poupées. On avait toujours un petit ballon à la maison, quand un même. petit ballon. À Ouais. l'extérieur, c'était Bah, à l'extérieur, c'était tout ce qui était possible. Hein. tout ce qui était possible. Tout ce qui était. Vélo. Vélo, skate, volley, basket, foot, tout ce qui était possible. foot. Ah oui, Ah, tennis. j'ai du mal à t'imaginer Ah ouais en train de jouer du foot. Hein. Bah si. Mais bon, de toute façon, moi aussi, j'en ai joué. Hein. Bah voilà. Voilà, j'en ai joué aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme et nous allons avoir un invité assez particulier parce que c'est un invité finalement qui fait partie d'un club de cyclisme qui nous vient de Blida et il a pris part à un événement international où il a été primé. Donc il nous revient pour nous parler donc de son aventure de cycliste. Nous parlerons également ce matin d'un événement étudiantin. Les étudiants, tu le sais toujours. Toujours n'est-ce pas? actif. Toujours actifs, les étudiants. Et aujourd'hui, donc, nous allons revenir sur le salon de l'emploi donc, qui va se dérouler au niveau de l'École nationale supérieure des statistiques économiques et appliquées. Voilà, des statistiques et économie appliquée, voilà, pour être fidèle donc, à la dénomination de l'Institut. Et bien entendu, la bonne nouvelle de la semaine, eh ben, c'est Samira Hadjamar qui reviendra sur la magnifique nouvelle de la semaine. Encore un grand pas pour le patrimoine Exactement. matériel et immatériel, Tout à surtout fait. pour cette fois-ci pour l'Algérie, puisque 2 tenues alors du Grand Est finalement qui ont été classées, à savoir la Gandora et la Melhfa. Donc nous allons revenir encore une fois sur cette magnifique distinction et reconnaissance, surtout pour tous les efforts que l'Algérie fait pour la sauvegarde donc, du patrimoine matériel et immatériel. Et comme chaque vendredi, santé. Évidemment. Évidemment, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc, Dr Benachnou sera parmi nous et cette fois-ci, il va revenir donc, sur les maladies handicapantes. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il va faire beau? Ben, possible. Hein. Bon, il y a une amélioration par rapport à hier et avant-hier. Et il va faire froid? Pas plus que ça, non? Pas plus que il ça. Il va faire frais. Il va faire frais. Oui, oui, oui. Nous n'avons pas eu quand même un mois de décembre assez représentatif sur le du mois de décembre. Oui, on n'a pas eu de 10 degrés, on n'a pas eu de 12 degrés. Quoique, ça a baissé un petit peu il y a quelques jours, hein, jusqu'à 13-12 degrés. Ah, quand même? Oui, oui, oui. Oh, quand même, d'accord. Quand il y a eu de la pluie. Ah oui, quand il y a eu de la pluie, oui. Effectivement. Effectivement. Bon, comme on n'a pas fait la météo ensemble, donc je ne pourrais pas garder les températures en tête. Mais sinon, nous allons avoir un peu plus de détails, mais ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc on disait les nouvelles du ciel, Nina, alors il va faire un petit peu beau aujourd'hui. Oui, 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 il va faire beau. Il va faire beau. Il va faire beau, allez, un peu plus de détails. Avec plaisir. Eh bien, bonjour à tous et très bon réveil. Eh bien, un petit peu de brume, hein, comme d'habitude, en début de matinée, notamment vers les côtes ouest et centre. Puis, on notera un ciel dégagé un peu nuageux à l'ouest et au centre. Passagèrement nuageux, en revanche, vers la partie est, avec possibilité de quelques gouttes de pluie. En journée, des passages nuageux également, notamment sur l'état Sili, le Sahara oriental,
avec bien évidemment de fréquences sous la bande de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord des températures qui vont varier entre 17 et 20 degrés. Vers les régions intérieures, eh bien, on notera des températures toujours en légère baisse, avec 9 degrés du côté d'Al-Bayad et Naama, 14 à Constantine, 16 à Guelma, 20 degrés Gardaya, 21 degrés à Bachar, 24 Tindouf et enfin 27 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer très agitée vers les côtes de l'Est, agitée également sur le centre, peu agitée vers la partie ouest avec des vents entre 10 et 30 km/h vers les côtes de l'ouest, entre 30 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 50 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Et bien pour cette journée, un ciel plutôt nuageux du côté de Montréal, Vancouver. On notera un temps pluvieux à Dallas, un temps dégagé Mexico, Miami. Côté température, eh bien, on notera 26 degrés à Miami, 23 degrés à Mexico, 10 à Dallas, 2 degrés à New York, 7 degrés à Vancouver et enfin moins 6 degrés à Montréal. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. Donc on retiendra, Nina, des températures plutôt agréable oui, ça commence à augmenter. Au mois de décembre finalement, mais il va plutôt faire froid finalement au niveau des... Vers l'intérieur, oui. Vers l'intérieur, au niveau des hauts plateaux surtout. Exactement, exactement. Voilà. Très bien, donc merci beaucoup Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Après journal télévisé du midi, tout à après fait. 19h, 9h30 comme d'habitude. Et à 9h30 comme d'habitude. Eh ben, c'est parfait, allez à tout à l'heure Mina. On continue cette fois-ci, ça va être Madeh Dîner, donc... en compagnie de Samy Youssef et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau. Et comme chaque vendredi, docteur Fethi Ben Achnou nous rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Anwar. Comment ça va, docteur? Ça va. Une belle semaine?
Oui, très très Active bonne. comme d'habitude? Tout- Semaine tout plutôt le chargée, temps. plutôt active, riche surtout? Riche, riche. Il faut, je crois que s'il y a de positif actuellement, c'est que la tendance vers la prévention des maladies gagne du chemin. Ah, bah, Avant, très on bien. disait qu'il faut soigner les trucs. Mais là, aujourd'hui, pardon, moi, je ne suis pas venu faire de la médecine. Moi, je suis D'accord. venu rendre hommage, je fais de la littérature. Ah, Lors- on change un peu d'homme Voilà. d'attaque, on va dire. Surtout Voilà, mais lorsqu'elle est... ce Là- sera juste après le jingle. Ah, ok, ok. Et donc, on disait qu'on va faire de la promotion aujourd'hui, on va faire de la littérature médicale. Littérature, pas de la promotion. La D'accord. littérature médicale, surtout faite par un médecin. Et un médecin, un nationaliste, un Algérien. Oui. Et vous verrez que les médecins, eux aussi, font de la culture et Oui. ils écrivent et ils sont littéraires. Je Nous crois avons un que- bel exemple chaque vendredi avec nous, hein, sur notre Inch'Allah. plateau. Hein. Et c'est un grand Permettez monsieur. Vous permettez? C'est un grand monsieur, c'est Ahmed Arwa, un grand monsieur de la santé, et j'ai eu l'honneur d'être un de ses élèves, du moins je l'ai fréquenté, et surtout, il nous a montré ce que c'est que la santé publique. Et il exerçait dans un quartier populaire, celui de Belouizdad, je ne veux pas dire Belcourt, je dis Belouizdad, et c'est un recueil. Et le titre, c'est comme les fleurs d'un cactus. Et regardez, le cactus qui est piquant, qui Oui. fait là, il trouve quand même des fleurs. Et c'est une série de citations qui sont Ah, merveilleuses oui. dans tous les domaines. Et il a parlé dans la préface, les premiers du livre, il y a ce qu'il a publié. Et c'est des questions de l'heure. L'islam et la contraception, l'islam Oui. et tous ces éléments-là, je crois qu'il est temps que... J'aime pas rendre hommage. Oui. Je crois que ces documents-là, qui sont publiés en Algérie, dans une maison d'édition algérienne, Oui. je crois que c'est important de revenir sur ça parce qu'on voit fleurir des publications. Je crois qu'il ne faut pas oublier ces gens-là qui ont tout donné pour l'Algérie et son peuple. Et voilà, surtout, effectivement. Alors, on devrait probablement penser un jour à faire une rubrique littérature médicale. Hein. Oui, Pourquoi pas? oui, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de faudrait médecins, trouver. il faut dire, qui ont enrichi la bibliothèque, qui ont beaucoup écrit. Qui ont relaté Voilà. leur parcours professionnel, mais du côté humain. Voilà. Ça, c'est. Il y a beaucoup, par exemple, je ne veux pas citer, pour ne pas faire de jaloux et être juste, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait un jour parler de littérature faite par des médecins. Certainement. Monsieur Alors, autant- Aïtou Yahya, un Voilà. grand gynécologue, Allah yarhamou, Yarhamou. Monsieur Aïtou Yahya, je le cite comme ça parce qu'il m'est venu à l'esprit, et qui a une longue tradition de prise en charge médicale et thérapeutique de la population. Oui. La population. Effectivement. Alors, en attendant de préparer cette rubrique, aujourd'hui, nous allons parler donc de certaines maladies neuromusculaires, docteur, n'est-ce pas? Très bien dit, c'est important. Et, le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqnakum fi ahsan taqwim. Notre créateur qui est Allah parle à ce qu'il a créé, c'est-à-dire l'être humain. Il lui a dit, je t'ai créé en parfaite condition, ahsan taqwim. Et on a dans notre corps des systèmes. C'est comme un moteur. Des systèmes respiratoires, système de reproduction, le système digestif, et celui qui dirige tout ça, c'est le cerveau, Oui. à travers le système nerveux, l'asabi. Là, je tiens à préciser, parce que dans le langage courant algérien, asabi, c'est un excitant, c'est Nerveux. nerveux, Nerveux. et excitabilité à fleur de peau. Non, là, c'est tout un système, et le cerveau, grâce à ce système, fait bouger les muscles. Les muscles, par exemple, pour prendre quelque chose, pour marcher, pour se tenir debout. C'est une merveille que de se tenir debout. C'est tout un équilibre qui fait intervenir l'oreille, et qui permet de maintenir son équilibre. Et deuxièmement, lorsqu'on a un geste auquel on ne pense pas à beaucoup de gestes, alors qu'ils sont
d'une précision terrible. Par exemple, si je prends un livre, il y a une force qui s'oppose et cette force est compensée par les muscles. Les muscles et le nerf qui fait bouger ces muscles. Je donne une image très très large. Mais tout ce qu'il y a dans notre corps doit se nourrir et doit être en parfaite condition. Il ne doit pas être Taïwan, comme on dit. Il faut qu'il soit parfait. Par exemple, je cite certaines maladies. La thalassémie, c'est les globules rouges. Ils existent, mais ils ne répondent pas aux normes physiologiques d'un globule rouge. La taille, le diamètre, tous ces éléments, il y a un défaut. Il y a un défaut de fabrication, entre guillemets. Et les neuromusculaires, très souvent, par exemple, les dystrophies musculaires, c'est la fonction, l'organe lui-même, ou la cellule elle-même ne peut pas accomplir la fonction qui lui est demandée parce qu'il y a khalal fait la fabrication. Il y a un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, ce qui fait qu'ils ne répondent pas. On peut avoir les trucs au niveau des ovaires, au niveau des poumons, au niveau. Donc, ce qui fait que le tissu qui était censé faire un boulot, répondre, il y a des altérations au niveau cellulaire. Au niveau, il manque disons, un produit qui fait que cette cellule ou que ces éléments soient complets. C'est là où il y a les dystrophies. On ne peut pas accomplir. Ça, ce n'est pas une maladie. C'est génétique. Et c'est à la pointe. Je crois que ça dépend. C'est très important. Je salue mes collègues neurologues algériens. Surtout le professeur Masmoudi, s'il m'écoute, je lui transmets le bonjour. Je crois que on a d'excellents, et il y a une longue tradition de l'école algérienne de neurologie, une longue tradition, et ce qui fait que c'est un problème de neurologie qu'il faudrait. Ce qui est important, bon, on découvre de plus en plus de médicaments au sens algérien du terme, algérien courant, doit. Nous, c'est l'équation, elle est claire. J'ai une maladie, roh la pharmacie. Je crois que là, il faut. C'est vrai qu'il y a des découvertes, on utilise des corticoïdes, on utilise certains produits, mais ça relève de la neurologie. Mais le plus important, dans les maladies neuromusculaires, il y a tout un wagon. La kinésithérapie, comme disent nos vieilles en Algérie, der sport, les personnes âgées, la kiné, c'est prêt de faire mobiliser le corps et répondre, pallier à certaines défaillances de neuromusculaires. Donc finalement, docteur, ce qu'on retient, c'est que si jamais la personne est atteinte de ce genre de maladie, donc c'est pas forcément curatif, donc ça va être juste avec des séances de kinésithérapie que on peut finalement accompagner le patient. Je ne serai pas aussi extrémiste, parce qu'il y a le côté extrémiste qui dit « doit, je guéris », il y a les médicaments pour, et qu'il n'y a pas de traitement. Je crois que ces maladies neuromusculaires font l'objet de recherches très poussées. Il y a des recherches très importantes qui facilitent, premièrement, pour pouvoir guérir une maladie, la détecter le plus tôt possible. Oui, déjà, c'est détecter les signes. Même lors de la grossesse. Bien sûr, lors de la grossesse, ça c'est important. Il y a la dystrophie ovarienne, c'est-à-dire il y a des problèmes au niveau de la sécrétion de l'ovule chez la femme, l'ovulation, tout ça, c'est au niveau de la production d'ovaires, d'ovules plutôt, qu'il y a polycystique, il y a des ovules qui n'arrivent pas à maturité. C'est comme si le corps, l'ovaire a oublié ou n'est pas adapté, n'est pas à créer complètement un ovule, les étapes de production, d'exclusion et l'étape physiologique. Là, je crois qu'il y a beaucoup d'ovules qui ne sont pas arrivés à terme et ça donne des signes cliniques chez la personne. Des troubles il y a parfois une aménorrhée, il y a des
des troubles. Très souvent, le découvre quand il y a absence de fertilité. On devrait s'intéresser en Algérie l'infertilité. Une femme qui n'a pas qui ne procrée pas, ça pose problème. Je crois que de plus en plus, ce qui est important, c'est qu'une femme, la première année de mariage, doit enfanter. Ça, avant, c'était 2 ans. Maintenant, c'est 1 an. Et ça doit pousser à, justement, explorer. Un conseil, beaucoup de jeunes filles qui présentent des dysménorrhées, ça veut dire qu'il y a des douleurs, des règles avec grande douleur. Alors là, il y a un élément qui est apparu. Les règles ne sont pas douloureuses, ne doivent pas être douloureuses. C'est qu'il y a anomalie quelque part. Et je conseille aux mamans ou bien aux jeunes filles elles-mêmes de ne pas dire je me fais une injection d'un anti-inflammatoire pour calmer la douleur. C'est très grave. De prendre des médicaments pour calmer encore une fois la douleur. La douleur, c'est très très mauvais. Au contraire, c'est parce qu'on a des douleurs qu'il faut aller consulter un gynécologue. Finalement, la douleur, docteur, c'est juste un système d'alarme. Hein. C'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. La douleur et la température, la fièvre d'une façon globale, c'est des trucs qui doivent attirer notre attention pour aller consulter. Une faiblesse des muscles, on peut le constater dès les plus... Regardez par exemple l'évolution physiologique. Il faut être attentif. Un bébé, il ne peut pas maintenir sa tête. La tête, elle balance comme ça, il y a une façon. Mais avec le temps, avec l'évolution, avec le fait de grandir, on arrive à avoir... Mais certains signes, par exemple, ça ne veut pas passer par rapport aux autres enfants, une faiblesse, une absence, il y a un élément, une absence d'équilibre. Le fait de monter des escaliers, de rien du tout, ça c'est des éléments. Pourquoi je montre tout ça? C'est sans devenir mousse-mousse, sans devenir... Mais quand ça tarde et ça se répète, il faut que ça attire notre attention, effectivement. Et emmener et aller consulter, surtout les dysménorrhées quand on a des douleurs. Par exemple, il y a le truc polykystique. Ça peut atteindre les poumons, ça peut atteindre beaucoup de... Voilà, mais c'est résumé. C'est un domaine extrêmement précis, relève de la neurologie et il faut développer la formation en neurologue en Algérie. Ces maladies, ces anomalies, ces perturbations vont aller en augmentant. Et c'est génétique, c'est chromosomique, j'ai pas... Voilà, effectivement, justement, docteur, toutes ces maladies handicapantes et ces maladies qui ont beaucoup plus un lien direct donc avec le système neurologique. Alors, il faut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle fait beaucoup pour la médecine et pour le développement de la médecine. Aujourd'hui, nous avons même vu des opérations spectaculaires qui ont été faites pour un fœtus dans le ventre de la maman. Ça, c'était vraiment spectaculaire à voir. C'est pour dire l'intelligence artificielle au service de la médecine et l'intelligence artificielle. Nous allons en parler justement dans un petit moment. Docteur, merci beaucoup. De rien. Et est-ce que je peux dire? Bien sûr. Je suis très sceptique, non pas sur l'intelligence artificielle, la science progresse, mais sur les utilisateurs. C'est comme si vous alliez donner à un petit garçon de 14 ans, vous alliez lui dire de conduire un 4x4 et non tout ça. Oui, regarde, c'est vrai qu'il y a peut-être des exceptions qui confirment la règle, mais c'est important. Je crois, personnellement, je ne suis pas sceptique contre l'intelligence artificielle, je suis sceptique sur l'homme. Ou bien la femme que l'on est. C'est le débat, d'ailleurs, c'est le débat. Nous allons poser la question à nos invités dans un petit moment, pendant que nous y sommes. Voilà, merci beaucoup, docteur. De rien. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se voit vendredi prochain. Inch'Allah. Merci sans beaucoup. Problème. Et on continue cette fois-ci. Je vous propose donc d'aller en visite à l'école supérieure des technologies avancées. C'est un reportage signé Hamid Rabouh. On se voit juste après. Sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'École nationale supérieure des technologies avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. C'est l'une des écoles supérieures spécialisées dans le domaine des sciences et technologies et le domaine des mathématiques et de l'informatique, très demandé dans le domaine économique et pratique.
Cette école propose une formation pour l'obtention d'un diplôme d'ingénieur d'État et d'un master en 5 ans. L'école est aussi habilitée à assurer la formation doctorale. L'École nationale supérieure des technologies avancées est une école sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, spécialisée en tout ce qui est technologie avancée, en tout ce qui est génie mécanique, génie industriel, génie logistique, génie des procédés, électrotechnique, informatique, etc. Donc c'est une école qui développe des formations d'ingénieurs, de masters et voire même des doctorats dans divers problèmes, pour résoudre les différents problèmes de l'industrie relatifs aux différentes spécialités qui existent au sein de l'école. Les départements de formation de l'École nationale supérieure des technologies avancées assurent l'une des filières ou spécialités suivantes: formation de base, formation de second cycle, formation doctorale et des activités de recherche scientifique. Le laboratoire d'automatique est destiné donc, à l'enseignement des matières d'automatique, destinées aux ingénieurs d'automatique bien sûr. Là, donc, c'est le système pendule inversée linéaire. Donc, je lance donc, la simulation tout d'abord. Et puis, donc, vous pouvez voir donc, le pendule est toujours donc, maintenu à la position verticale. Donc là, l'objectif, c'est de maintenir donc, la balle suspendue en l'air. Donc, je vais lancer donc l'implémentation. Voilà, donc elle est suspendue donc, en l'air. Pour récupérer un fichier en STL, après, on va faire un traitement. Il faut y aller par étapes. L'école est un pôle d'excellence pour l'enseignement supérieur qui garantit une formation hautement qualifiée au profit des différents secteurs de l'activité économique et commerciale du pays. On va ouvrir le fichier STL avec un logiciel de l'implémente qui va, comment dire, slicer le fichier STL et générer le code G. Le code G qui va transférer vers l'imprimante. Et l'imprimante va lire ce code G. L'école met à la disposition des étudiants des infrastructures qui sont très similaires avec ce qui existe dans l'environnement socio-économique. Nous avons ici un système industriel de simulation donc, qui est très proche de la réalité. Donc, la différence entre un système réel de production dans une usine et le système qu'on voit ici est juste la partie puissance. Par contre, la partie commande, elle est assurée par des automates programmables SMC 700 de Siemens. C'est vraiment les plus utilisés dans les systèmes industriels. L'objectif de cette école est de fournir une ressource humaine prête à répondre en temps réel à des problématiques dans lesquelles les entreprises émettent beaucoup de temps à répondre. Les étudiants ingénieurs de cette école apportent des solutions en temps record. Et restons toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisqu'en ce moment se tient la conférence africaine des startups qui a débuté, je vous le disais ce matin, hier et qui se poursuivra jusqu'à demain. Donc deux experts sont parmi nous aujourd'hui qui prennent part à cette conférence, à savoir M. Chafek Zerouki. Bonjour, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Marhaba, alors vous êtes expert en intelligence artificielle et vous avez un projet d'ailleurs de start-up. Alors, exactement. Alors, on a été invité, moi et mon collègue Teddy Pakbia, par le ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, d'ailleurs que je veux vraiment remercier pour tous leurs efforts, etc. Ils ont travaillé très dur, en commençant par monsieur le ministre, Wadah, mais aussi Nassima Arhab et toutes leurs équipes pour qu'on puisse être ici à temps. Alors, on va intervenir demain. Alors, on va juste présenter notre invité, on va revenir donc, au programme. Et je vous le disais, donc, un autre expert est parmi nous, donc Teddy Pakbia. Bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour, merci pour l'invitation. Vous avez mangé encore du couscous algérien ou pas encore? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Le premier soir, je ne pouvais pas manquer ça. Pour une première fois en Algérie, il fallait que je mange local. J'ai fait le tour de la ville d'Alger et de nuit en plus, donc avec ses lumières et tout ça. Sage décision. C'était magnifique. Voilà, sage décision. Marhaba. Alors, marhaba, ça veut dire bienvenue. Bienvenue. Voilà, bienvenue à vous. Shukran. Marhaba bik. Alors, donc, vous aussi, vous êtes expert en intelligence artificielle et par la même occasion, donc vous travaillez ensemble avec Chefek sur un projet, donc bientôt une start-up en Algérie. Donc, je reviens à vous, Chefek, par rapport à votre intervention. Donc là, il faut dire d'abord que c'est une conférence, c'est la plus grande d'Afrique, c'est la première en Afrique, justement, qui regroupe tous ces experts en intelligence artificielle qui viennent un peu partout, donc du continent, déjà pour accompagner les jeunes start-upers. D'abord, c'est l'objectif premier, n'est-ce pas? Exactement. Alors, c'est la 3e édition de l'événement et c'est vraiment un grand événement. Et là, on a l'opportunité de parler des différents sujets, que ce soit à travers l'intelligence artificielle, que ce soit à travers la transformation cognitive, etc. Et on va avoir une journée, on va passer par des panels, des workshops et des conférences. Alors, je reprends la transformation cognitive. Alors là, c'est un terme quand même qui nous paraît, nous, peut-être un peu abstrait, j'ai envie de dire. Alors, tu as dit transformation cognitive. Ouais. Alors, ça nous fait un peu penser à l'intelligence humaine, parce que quand on parle de cognitive, donc c'est vraiment toutes ces habiletés humaines. Mais qu'est-ce que ça a à voir finalement avec l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est tout simplement qu'on essaie de répliquer on va dire, le processus cognitif de l'être humain. Et quand on en arrive à un niveau où est-ce que, je vais dire la machine pour simplifier, où la technologie commence à atteindre un niveau d'intelligence qui commence à ressembler, en tout cas de l'extérieur, à comment est-ce qu'un être humain raisonne, et bien là, on se retrouve confronté à des outils qui deviennent intelligents, et donc qui changent notre rapport avec la technologie et la manière dont on les utilise. Et quand ces outils deviennent aussi intelligents, on se remet en question pour se dire comment maintenant on appréhende ces nouveaux outils pour travailler avec en harmonie. Voilà, alors Chefek, je reviens à vous. Oui. Là j'ai envie de dire que Teddy met en valeur un débat international, j'ai envie de dire, un débat universel sur l'intelligence artificielle et cette probabilité que l'intelligence artificielle risquerait un jour donc, de dépasser l'intelligence humaine. Donc on le dit toujours, ce qu'on ne connaît pas très bien nous fait peur. Donc finalement, où est-ce que nous en sommes? Alors, quand on parle d'intelligence artificielle en général, les gens pensent que c'est un domaine, mais en vérité, c'est plusieurs domaines. Donc, vous avez différentes... si on veut être un peu plus précis, vous avez des éléments naturels de langage comme ChatGPT, Llama, Claude, etc. Vous avez du deep learning, du machine learning. Et là, ce que Teddy est en train de dire, c'est que vous avez des concepts avancés qui vont arriver bientôt, dans les prochaines années, comme de l'AGI, donc l'intelligence artificielle généralisée, où ça sera une intelligence artificielle qui va pouvoir dupliquer et réaliser des tâches humaines d'une façon autonome. Après, vous avez ce qu'on appelle le ASI, donc une intelligence artificielle supérieure, qui va pouvoir exécuter des tâches non humaines, enfin humaines, mais d'une façon plus poussée. C'est-à-dire qu'elle va dépasser nos compétences à nous. Donc, si vous voulez, si on parle de ça, donc il y a plusieurs concepts, plusieurs domaines. Voilà. Ça fait peur tout ça. Pendant longtemps, on a pensé que les aliens arrivaient de l'espace, mais finalement, ils peuvent naître parmi nous. Voilà. Finalement, et nous sommes les premiers responsables, finalement, c'est l'humain qui est le premier responsable de leur naissance. Alors, Teddy, vous parliez justement, toujours dans ce contexte-là, de la remise en question de l'humain lui-même. Et donc, comment il pourrait, encore une fois, transformer son comportement et ajuster son comportement pour trouver finalement de nouveaux comportements pour pouvoir pallier à cette technologie. Alors finalement, comment vous voyez toute cette transformation? Ce qui se passe, c'est qu'on a déjà vécu plusieurs vagues technologiques, notamment la grande dernière qui est la vague de l'Internet, les réseaux sociaux, qui a totalement transformé la manière dont on interagit socialement, économiquement, etc. Et là, en fait, il y a une nouvelle vague qui arrive où on va dire que l'Internet devient intelligent. Donc c'est encore autre chose. Oui. Et effectivement, ce sont des mouvements qui se font, on va dire, naturellement. Ce sont des cycles, mais il faut accompagner les entreprises, les acteurs publics notamment, à pouvoir embrasser ce changement et adopter ces nouveaux outils de manière efficiente, quoi. Oui. Et
Et là, les cycles sont de plus en plus rapides, la technologie avance de plus en plus rapidement, donc il y a des fossés en fait qui se creusent. Donc comme on a eu la transformation digitale pour adopter l'outil numérique, la transformation cognitive, c'est comment est-ce qu'on adopte l'évolution de ces outils numériques qui maintenant deviennent intelligents. Donc on va dire que la transformation cognitive, c'est la transformation digitale plus à l'ère de l'intelligence artificielle, de la cryptographie, la blockchain et toutes les autres technologies émergentes et convergentes. Effectivement. Alors, Chafik, là, il a été dit qui met le doigt sur un point très important, qui est l'accompagnement justement des entreprises vers cette transformation. C'est ce que vous faites aujourd'hui lors de cette conférence. Cette conférence, justement, elle est organisée pour pouvoir assurer cet accompagnement. Et demain, tous les deux, donc vous avez rendez-vous avec les participants pour une série de conférences et d'ateliers. Votre intervention donc, va s'articuler sur la ville de demain. Donc, finalement, vous la voyez comment, cette ville de demain? Alors, encore une fois, quand on parle de transformation cognitive, donc on va rester sur la ville cognitive. Et si vous voulez, c'est une ville intelligente qui repose sur l'intelligence artificielle, notamment les données. Et vous assemblez ça, et donc du coup, on va pouvoir anticiper les besoins des habitants, on va pouvoir améliorer le quotidien, on va pouvoir optimiser les ressources. Et si vous voulez, la ville va être une conscience collective qui va répondre à des défis urbains, durables et d'une façon collaborative. Donc c'est un peu l'intervention que vous allez donner demain, Inch'Allah. Exactement. Donc parler qu'est-ce qu'une ville cognitive et en passant par tous ces outils-là et expliquant comment tout ça est connecté et le pourquoi, le comment et les défis qui nous attendent. Effectivement. Voilà. Vous aussi, vous avez une conférence demain. Parlez-nous un petit peu de ce que vous allez parler. Oui, tout à fait. On a un panel qui va s'articuler sur le sujet de la société cognitive, donc la société humaine et nos rapports humains et les entreprises, les organisations, comment est-ce qu'en fait elles s'adaptent à cette nouvelle vague transformative. Donc on va explorer les différentes composantes, les différents leviers et comment les appréhender. Voilà, effectivement. Et donc aussi, tous les deux, vous avez un projet d'une start-up que vous allez lancer ici en Algérie. Alors on pourra peut-être en parler en exclusivité pour qu'elle aille à l'Algérie. Non, mais avec plaisir. Alors on vient tout juste de la lancer, elle s'appelle Cognition X. Et du coup, on va traiter purement de la transformation cognitive. On va établir plusieurs services, etc. Et peut-être, Teddy, tu peux en parler un peu plus. Déjà, j'aimerais un peu parler sur le plan humain. Donc, c'est une belle rencontre entre l'Algérie et la République centrafricaine. Oui. Et en terre algérienne, en plus. Donc, c'est vraiment une initiative panafricaine et donc je suis très fier de pouvoir lancer cette entreprise avec mon frère algérien à Alger. Voilà. Nous allons avoir beaux fruits alors, finalement, de collaboration. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce plateau en votre compagnie. Donc rendez-vous pris pour demain pour vos conférences et vos ateliers. C'est ça? À partir de 10h, au niveau du CIC, on a une salle et on va passer par des panels, des workshops et des conférences. Donc voilà, et tout le monde sera le bienvenu. Voilà, donc on rappelle que c'est une initiative en accompagnement surtout pour les startups, justement pour aller vers cette transformation cognitive. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi ce matin. Très belle continuation à vous, Inch'Allah. Et on continue cette fois-ci, ça va être de belles images quand on vous propose une belle balade, quand on vous propose à travers ces villages. On se retrouve juste après.
après cette belle balade à travers ces belles images dans la ville d'Alger, on revient encore une fois à ce domaine donc estudiantin particulièrement, puisque je vous le disais, les étudiants sont très dynamiques, un très beau travail qu'ils font sur terrain. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une très belle édition du Salon de l'Emploi, donc qui va bientôt se tenir au niveau de l'École nationale supérieure des statistiques et économie appliquée. Nous en parlons en compagnie donc des membres de ce club, pardon. Youssef Harshawi. Youssef, bonjour. Bonjour, merci, merci de nous recevoir. Très content, très ravi d'être ici, présenter mon club et parler sur notre projet. Les étudiants, ils sont chez eux quand ils viennent ici. Ça fait plaisir, on est très honorés, merci beaucoup. Voilà, même nous, on est très fiers de tout ce que vous faites, en tout cas. Et Anis Kloumba. Anis, bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va, Anis? Ça va très bien, et vous? Alhamdulillah. Je remercie encore une fois pour nous avoir reçus aujourd'hui. Vous êtes chez vous. Vous venez quand vous voulez. C'est très gentil, merci. On le ressent en tout cas. Je suis très contente. Alors, tout d'abord, on va commencer par le club, par faire connaissance un petit peu de ce club. Donc, c'est le club EIC. Alors, parlez-nous un petit peu de votre club. Tout à fait. Donc, nous sommes un groupe de bénévoles. Notre but, c'est justement de créer des opportunités à notre communauté, les gens qui nous suivent. Sont généralement des étudiants. Donc, ce qu'on fait, c'est à travers les événements concrets, les formations qui sont accélérées, 100% pratiques et opérationnelles, et aussi les sorties en entreprise. On part en groupe, découvrir l'entreprise. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour les étudiants, pour leur faciliter justement l'insertion au monde professionnel. Et donc voilà, en gros, c'est ce qu'on fait, et d'où le salon d'emploi qu'on va organiser. Alors justement, Anis, le salon de l'emploi, c'est un rendez-vous incontournable finalement pour les étudiants, parce que c'est un événement où vous mettez en contact direct les étudiants avec les entreprises, que ce soit pour les demandes d'emploi ou aussi pour les demandes de stage. N'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de cette édition. Alors le salon de l'emploi, c'est l'un de nos plus gros événements en tant que IAC. Vous êtes à quelle édition? La 9e édition. 9e édition quand même, Marie-Barre. Alors, le salon de l'emploi, c'est un événement où on rassemble généralement les entreprises de différents domaines, privés, publics, nationales, multinationales, afin de proposer soit des stages pour les étudiants et un recrutement pour les fraîchement diplômés aussi. Du coup, c'est ouvert pour les étudiants et les fraîchement diplômés. Oui. De tout domaine confus, pas juste l'économie, le marketing. D'accord, donc finalement c'est un salon qui est ouvert à tous les étudiants. À tous les étudiants algériens, oui. Ah, ça c'est une bonne chose. N'importe quel domaine, sciences et technologies, informatique, data science, etc. Le but c'est de rapprocher les entreprises aux étudiants et de faciliter la transition du monde étudiantin académique vers le monde professionnel. Effectivement. Voilà. Alors, vous comptez recevoir combien d'entreprises pour cette nous sommes à une cinquantaine, une soixantaine d'entreprises. Oui, dans différents domaines. Il y aura des banques, il y aura des assurances, des startups et aussi des écoles de formation. Donc, voilà. Ah, ça c'est très intéressant, effectivement. Mais sinon, les stages, ça commence à partir de quelle année Généralement de la 3e année. 3e année. Oui. D'accord. Mais même pour nous dans les écoles, on appelle les classes préparatoires pour les premières années et deuxième année. Ils sont les bienvenus aussi afin de découvrir comment ça se passe une demande de stage, comment ça se passe un événement, un salon d'emploi par exemple. Donc, déjà s'imprégner un petit peu de l'ambiance. Exactement. Et surtout travailler sur l'un les trois principes de notre club. C'est le réseautage, le networking. C'est d'agrandir son réseau professionnel parce que c'est très important en tant qu'étudiant d'agrandir son réseau afin d'avoir le maximum d'opportunités de travail au futur. Effectivement, de toute façon, on le dit, la vie professionnelle se prépare durant l'université. C'est pas une fois qu'on aura le diplôme qu'on va penser au monde professionnel, effectivement. Mais sinon, alors, bien entendu, lorsque on fait des salons pareils, donc les étudiants, ils viennent avec des lettres de motivation, des demandes, ils viennent avec des CV. Et généralement, ce sont des compétences que les étudiants, on va dire, ont quelques petites lacunes, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez pensé à prendre ça en charge? Tout à fait. Donc, avant de vraiment organiser l'événement, on a pensé de préparer les étudiants pour cette journée. Comment ça? Bon, à travers des formations. On a déjà fait des formations, comment préparer ton CV, comment réussir ton entretien, voilà. Et aussi, on a touché à des sujets qui sont de l'actualité. On a organisé une conférence pour parler justement sur l'intelligence artificielle et son enjeu dans une entreprise. Donc tout ça pour préparer... Alors, pardon, pour la conférence, qui c'est qui a
qui a fait la conférence? C'est qu'un de nos enseignants de l'école. D'accord, Oui. très bien. Donc voilà, je disais que tout ça pour préparer les étudiants le jour de l'événement. Et je veux aussi citer que cette année, il y aura 0 papier. Donc les CV, ils vont être voilà, mis plutôt sur une plateforme qu'on a créée, bien organisée. Vous-même, oui. Voilà, bravo. facile à accéder, très accessible, pratique et opérationnel. pratique justement. Alors justement, Anis, pratique opérationnelle, expliquez-nous un peu comment ça va se passer avec cette plateforme. Comme ça, on va expliquer aux étudiants, Très bien. ou bien donc ceux qui vont venir. Alors, pour rappeler la date, ça sera pour le mardi 10 décembre et le 11. Pour la première fois dans ces éditions, ça sera étalé sur 2 jours. Oui, parce qu'habituellement, c'est une journée. Habituellement, c'est Voilà. une journée. Après, on a pris en considération les remarques des entreprises et des Oui. étudiants. Une journée, c'est pas suffisant. Du coup, on a Après, il y a élargi. beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. L'année passée, on a touché effectivement. 6 000 participants. Ah, quand même. Oui. 6 000 Bravo. participants de différentes universités Voilà. d'Algérie. Alors, pour la plateforme, pour le mardi, je disais, il y aura la cérémonie d'ouverture afin d'expliquer le déroulement de l'événement. Après, il y aura l'exposition. Pour les expositions, on a une plateforme qu'on a créée nous-mêmes. Chaque étudiant va venir avec son CV numérique, pas la peine de l'imprimer. Il y aura un code QR à scanner dans chaque entreprise. Le code QR va envoyer directement, automatiquement, le CV en version numérique à la base de données dédiée à cette entreprise-là. Du coup, ça va faciliter la communication entre l'étudiant et l'entreprise, mais aussi ça va faciliter, la perte des CV, ça va aussi faciliter le triage des CV. C'est surtout ça. Voilà, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les entreprises elles se retrouvent avec un tas de CV, tous les étudier, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est ça. Ah bah bravo, hein, merci, vraiment, merci à vous. Donc, alors, il faut juste avoir une connexion Internet ce jour-là. Pas forcément, non, pas du tout. Non, mais quelle chance, quelle chance. Je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai envie de revenir étudiante, finalement. Bienvenue à vous. Très bien, donc ça, c'est, on rappelle l'événement, c'est pour le 10 et le 11 décembre. Voilà, le 10 et le 11 décembre. Vous comptez recevoir combien d'étudiants environ donc, on espère avoir un peu plus d'étudiants que l'année passée. Voilà. On vise entre 7 000 et 8 000 participants. Quand même. Oui. Quand même, vous allez pouvoir tous les gérer. Vous êtes une équipe de combien, en fait? On est en une centaine. Une centaine. Voilà. Ah voilà, vous êtes quand même une équipe. On a un effectif humain et matériel. Après, vous êtes tous jeunes, tous dynamiques. Tout à fait. Mais la question que je pose toujours aux étudiants lorsqu'ils viennent, parce que là, le Salon de l'Emploi, effectivement, c'est un événement que beaucoup d'universités et écoles préparent. Mais à chaque fois que je pose cette question, est-ce que vous aurez le temps de déposer vos CV? Alors, pour être honnête, les éditions précédentes, moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de poser mon CV parce que c'était une journée. Oui. Et c'était une activité acharnée, genre du matin au soir. Voilà. Maintenant, ça tombe bien, vu qu'on a pris en considération, comme je l'ai déjà dit, la remarque des étudiants. Et maintenant, nous aussi, ça nous arrange. L'équipe qui va organiser pour le premier jour n'est pas forcément la même qui va organiser pour le deuxième jour. Voilà, donc vous allez vous départager les tâches. Exactement. Au moins, vous aurez l'occasion de profiter de l'événement que vous organisez vous-même. Mais pas que ça. Généralement, quand on organise, il va nous rappeler de nous plus que les gens qui vont participer. Moi, déjà, d'ailleurs, j'ai rencontré... une longueur d'avance, alors. Exactement. Donc, les recruteurs, les gens qui vont recruter, ils vont dire, pas la peine de postuler, je vous connais, machin. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Voilà. Donc, organiser ce genre d'initiative, ça nous aide énormément. Oui, les gens sont rappellent que les participants. Voilà. Effectivement, en tout cas, je vous souhaite une très très belle réussite pour cette édition. De toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Il y a tellement de belles énergies qui se dégagent. Il n'y a pas de raison. En tout cas, je vous souhaite une très très belle réussite, Inch'Allah. Déjà dans votre vie estudiantine, déjà, et puis dans votre événement de mardi. Merci. Donc, rendez-vous pris mardi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup merci à vous. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sport dans ce reportage en compagnie de Samia Bouharour. Et on se retrouve juste après. C'est dans ce cadre agréable que ces passionnés du tennis, dont le nombre a atteint les 180, pratiquent leur sport favori. Petits, ados, adultes, tous fréquentent ce club à Bourj El Kifane tous les week-ends pour fuir le stress de la vie quotidienne. J'aime le tennis avec mes copains. Kiki, le ballon des la crête. Le tennis pour moi c'est le meilleur sport
Ça m'aide beaucoup pour évacuer le stress. C'est quelque chose qu'on attend en fin de semaine, vu qu'il y a trop de charges. Enfin, ça permet de dégager en fin de semaine. C'est un bon moment on relâche ce stress-là. Oui, en fait, j'étais très surprise de savoir que c'était gratuit, parce que j'en ai fait petite et je sais que le tennis, c'est quelque chose qui demande un budget. Sachant que je l'ai fait, du coup j'étais surprise qu'il y avait un club qui offrait ses cours gratuitement et avec de très bons coachs. Alors c'est vraiment un bon truc, je trouve. Tennis pour tous, un slogan que les fondateurs ont choisi pour donner la chance à tous de jouer au tennis, vu que ce sport a toujours été une activité d'élite. Grâce aux efforts de Chebour Tamim et tous les autres tennisman d'Alger, ce sport est devenu accessible à un grand nombre de personnes et à titre gratuit. Notre club a été créé en 2020 grâce à l'aide des autorités locales. Cela fait 4 ans déjà qu'on fait le bonheur de tous les athlètes. J'étais agréablement surprise, sachant que c'est un club étatique. J'ai trouvé qu'il y a quand même un accompagnement, une prise en charge à la hauteur. Dès le premier jour, mon fils j'ai vu que les coachs ils sont professionnels. On dit toujours que c'est un sport de riche. On dit toujours ça. Et là, ma surprise, et on trouve un club qui offre ça gratuitement. Parce que les chefnaهم qui offrent ça gratuitement, c'est des anciens et c'est des élites ou qui offrent aussi la possibilité à la jeunesse, je le cite, على كل حال اللي راهم حاكمين باديس كريم etc j'en cite les coachs, mais ce qu'ils offrent à la jeunesse, c'est des champions, Riyad etc qui nous a accueillis, la communication, le savoir parler et surtout l'éthique. Au milieu d'un terrain les قديم avec peu de moyens, بصح شوفي هذيك la gratuité ça m'a tellement touché que حبيت je m'engage. Les athlètes ici sont coachés par des professionnels dans cette discipline. Chaque coach s'occupe d'une catégorie bien précise selon l'âge. À l'exemple de Fatah Jama et Majid Zitouni, des anciens tennisman qui travaillent à titre bénévole et avec beaucoup d'enthousiasme et de ferveur. Je suis un coach de tennis, de spécialité avec les gosses de l'âge entre 9 ans et 10 ans. C'est l'âge le plus important dans le tennis, parce que c'est à cet âge qu'on peut évoluer, avoir plus de capacité d'avoir des champions plus tard. Je suis venu ici et je tiens le club des vétérans. Ce ne sont que des vétérans, ce ne sont pas des joueurs performants qui vont faire Ils peuvent faire des tournois s'ils veulent, ce n'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de travail. Il y a des ingénieurs, il y a des toubibs, il y a des étudiants. Et ils se défoulent tant bien que mal, voilà, tout simplement. Ils s'amusent. Ce sport de raquette garde toujours son importance. Sa pratique peut commencer dès l'enfance et qui pourra durer longtemps et très longtemps, car c'est un sport qui peut être pratiqué à tout âge. Profitez-en alors. Et voilà, restons dans le domaine du sport et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au cyclisme puisque nous avons des champions avec nous sur notre plateau, à savoir M. Rachid Barkani. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Labas Thomas. Marhaba bik. Alors, vous êtes le président du club de cyclisme de Blida. سياسة براكني البليدة سميناها براكني هذه على الشهداء لفرير براكني وين كاين الملعب الاخوه براكني معروف وجدودنا على كل حال اللي كانوا لي زونسيان فوتبالور في الكلوب بليده براكني. Voilà, et ben marhaba bik. Et parmi nous également monsieur Nordine Chambaz, marhaba bik, cycliste aussi. Avec un parcours très long et très riche et ancien athlète à l'équipe nationale. Allah Yibarak, marhaba bik. Alors je reviens à vous, monsieur Rachid Brakni. Alors là, vous revenez de Abu Dhabi avec une très belle distinction.
Alors, احكي لنا شوية على la participation تاعك المشاركة تاعك dans cet événement. المشاركة هذه تاع أبو ظبي في دبي كانت من عند الأخ نور الدين شومباز. الفكرة هو كان قبلي راح شارك العام اللي فات وكان فاز بالمرحلة الكاتيجوري تاعو. المهم كان فيها تحضير كبير. كان عندنا بالك 6 موا وحنا نحضروا لها باش نروحوا، خاطش ماهيش سهله، راح تجري مع ناس محترفين ريتم عالي. ماهوش المشاركين كانوا من 5 قارات، يسمى كان المشاركين انترناسيونال. دونك سيتي ان ايفينمون انترناسيونال. لحقت 1200 مشارك. 1200 مشارك. لي بي كاع كانوا ثما، سمعنا كاع لي لونغ كاع، يسمى تجيك هذاك ستريس هذاك جامي جريت ايفينمون كيما هذا. Surtout qu'il y avait beaucoup de professionnels, vous m'avez dit. Voilà. Et vous êtes passionné, donc vous n'êtes pas forcément. Oui. ولو نيفو هذا جديد عليا انا في الحقيقه. انا ما جريتش، ما كانش عندي كارير كبيره في البيسكلات. النيفو هذا جاني شغل حاجه جديده. كان ريتم طالع وعالي. الحمد لله ربي وفقنا ودرنا 9 بلاص في الكاتيجوري تاعي. يعطيك الصحه. ودرت 169 في الجينيرال. الحمد لله ربي وفقنا وكنا مع ضمن الاوائل. 169 sur 1000 et quelques, 9e place. Alors vous avez fait votre concours avec des professionnels. الحمد لله الحمد لله. الاول اللي ربح معروف مونسيبو، الكسندر مونسيبو، هذا اللي كان جرى مع امسترونغ وصافي بليزير. الحبت جريت معاه وتصورت معاه. والحاجه المليحه كاع جرينا في نوفمبر الشهر تاعنا نوفمبر حاجه عندنا حاجه كبيره. وكنت لابس ليكيبمون تاعي اللي فيها الالوان الوطنيه، فيها الدرابون. درت الجاست هذاك في الكاميرا وجاز. الحمد لله حاجه صافي بليزير. كانت حاضره الجزائر في ليفيرمون كيما هذا اللي كان دولي ومعروف ومشهور ولا مشهور هذا السباق هذا. Effectivement. Alors on rappelle que M. Champaz a été un peu votre, on va dire, l'éclaireur. Donc il vous a un peu éclairé sur ce qu'il faut faire pour encore une fois, n'est-ce pas? احنا كي نقولوا دوك نور الدين شومباز ولا نقولوا عبد القادر كيكي ولا عبد القادر شعبان ولا فرحاتن ولا كاين القائمه طويله. نقولوا هذو مدرسه هذوما اللي بيهم باش رحنا لهذه الرياضه، بهم باش لحقنا لهذا المستوى. الحمد لله هما مدرسه. انا اليوم جبتوا شرف لينا، شرف للبليده، باش يعطينا من ليستوار تاعو، من الحياه تاعو. القصه تاعو في الدراجه كبيره بزاف. هو اللي يعطيكم. Voilà, effectivement. Alors, Monsieur Champaz, donc vous êtes vraiment une icône aujourd'hui pour les cyclistes, particulièrement les cyclistes de la ville de Blida. Et vous avez un parcours, Allah Ibarak, très long. Vous avez fait partie déjà de l'équipe nationale. Alors parlez-nous, pendant une dizaine d'années, vous me disiez, alors parlez-nous un petit peu de votre participation, de vos participations au sein de l'équipe nationale. مثل ما قال لك كما يقول نور الدين شومباز، نقدر نقول نو كومنت. وفي الوقت هذا الأخ رشيد أنا استعان بيا باش نعطيو نظرة للرياضة تاع الدراجات، وماذا بينا باش الناس تلحق تهتم بها وتكون في مثل الدراجات. هي دراجة لعبة محبوبة والناس الكل تمنى تشارك فيها. وفي الوقت هذا الحالي الدراجة تعطي القيمة للبلاد بالرياضة. نشوف مستوى تاع البلاد. Effectivement. Et vous avez eu beaucoup de distinctions. Donc, شحال من مرة ديت des médailles. Vous avez été primé plusieurs fois. Alors, parlez-nous un peu de ces distinctions. هذه ثقافة عالمية في الرياضة ماخذينها. وكنا سفراء كسفراء تاع الجزائر. وعطينا يعني مظهر اللي يشرف الجزائريين والإعلام تاع الجزائر. دائما كنا نرفعوه وكنا. Justement, شفنا هاد la photo, peut-être qu'on va en parler. Monsieur Brakni, ça c'est une photo qui vous parle. هذو الشهداء اللي سمينا عليهم الجمعيه اللي كانت لنا شرف باش نسموا عليهم شهداء تاعنا.
اللي كانوا دي فوتبالور كما راكم تشوفوا براكني ابراهيم والجماعه كاع محمد ومصطفى اللي كانوا هذو كاين منهم شهداء كاين منهم كانوا دي جوار في المنتخب تاع الياسان بليده كان معاهم شالان بولوبيا كانوا قائمه كبيره من اللاعبين في البوليده وحنا خممنا باش نسموا الجمعيه نتاعنا النادي تاعنا على هذا الشهداء اللي كانوا دي فوتبالور كانوا رياضيين في المنتخب البوليدي. Voilà, un bel hommage. Alhamdulillah. Un bel hommage Alors, il y a aussi une autre photo. هذه بون انايا هذه الجده تاعي الام تاع الام تاعي اللي كانت احنا بالمناسبه تاع نوفمبر كي رحنا جرينا وكانت ليماج تاع الالوان الوطنيه في دبي. نوفمبر احنا حاجه كبيره بالنسبه لنا والجزائريين انا كاع نعرفوا نوفمبر واش يسوى عندنا. كانت شرف لي انه الجده تاعي هي اللي خيطت اول علم في منطقه متيجه للمظاهره تاع نوفمبر وهي والام تاعي وكانت حاجه شرف لي. دوك صافي بليزير نهضروا على هذه النقطه هذه فخر لي انا. Voilà, pour lui rendre hommage. Alhamdulillah ya Rabbi. Bien sûr, pour lui rendre hommage donc à votre grand-mère effectivement. Alors monsieur Chambaz, justement l'événement auquel a participé Rachid cette année, vous avez participé العام اللي فات. شاركت فيه العام اللي فات. alors احكي لنا على المشاركه تاعك تاع العام اللي فات. المشاركه كانت مفاجاه يعني بعد ما كنت متوقف يعني ومن بعد كان اتصل بي واحد رفيق كان سباق مشهور عالميا كذا حضرت له وكان ربي وفقني ورحت ثم عمي فريق وشارك مثل ما قال لك 1200 كورة وفي الاعمار تاع هنا طلعت في المركز الاول وشرفت يعطيك الصحه. المركز الاول عام اللي فات. بارك الله فيك يعطيك الصحه فريمون برافو. فوالا دونك فو كونتينيوي ا انكادري مازالك نعطيهم في النصائح ومازالك دائما تاثرهم ومازال مستعان بيا. قلت لك هذه ثقافه عالميه في الرياضه يعني ماشي يعطيكم الصحه. وكما قلت اسم تاع نور الدين شامباز بدون تعليق معروف بالملاحه هذاك التور دالجيري كما يقولوا كان زمان يعيطوا لوم او بيرنوس تشومباس كومان شاسنيج في الثلج في الثلج وفي الاخر و البنكور تاع تور دالجيري سنه 84 و دي زيتاب مع فوالا effectivement un parcours très très riche. Très honorable et très riche en tout cas. يعطيك الصحة pour tout ce que vous faites. يعطيك الصحة. رشيد براكني يعطيك الصحة. Encore une fois félicitations pour votre distinction تاع هذا العام. إن شاء الله beaucoup de belles continuations pour ce que vous allez entreprendre إن شاء الله. Merci beaucoup. تفضل. والآن احنا حاضرين كل واحد من بغى ياخذ معلومات أو شيء أو متواجدين باش نعطيو اي نصائح. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Très belle continuation à vous. Et on continue, je vous le disais, donc ce matin, la nouvelle donc de la semaine. C'est la belle nouvelle de la semaine, c'est bel et bien le classement, encore une fois, des tenues traditionnelles féminines qui viennent du Grand Est d'Algérie, donc comme patrimoine universel par l'UNESCO en reconnaissance donc, pour tout ce que l'Algérie fait pour la promotion et la sauvegarde de son patrimoine immatériel. On en parle dans ce reportage et on se retrouve juste après. La Gandoura et la Mlahfa viennent d'intégrer la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Deux costumes féminins de cérémonie qui occupent une place centrale dans le patrimoine du Grand Est algérien. Leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est le fruit des efforts conjoints des artisans, des institutions culturelles et des chercheurs algériens qui ont tenu à mettre en valeur ce savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, qui reflète une maîtrise artisanale unique, mêlant précision et créativité. À cette occasion, le ministre de la Culture et des Arts a affirmé que cette reconnaissance par l'UNESCO met en lumière la valeur inestimable de notre patrimoine immatériel et renforce notre engagement à le préserver pour les générations futures. L'inscription de la Gandoura et de la Mlahfa sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité constitue une reconnaissance internationale supplémentaire du riche patrimoine culturel vivant de l'Algérie, hérité à travers des siècles. Elle reflète également la qualité scientifique et rigoureuse du travail accompli par les experts algériens qui ont élaboré ce dossier avec soin et professionnalisme. Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements aux membres de l'organisation d'évaluation pour leur analyse précise et objective, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Par ailleurs, cette inscription illustre le caractère exemplaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui continue d'être un modèle incontournable dans le paysage mondial pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Ce nouvel acquis s'ajoute à une série d'autres éléments du patrimoine algérien déjà inscrits par l'UNESCO, consolidant ainsi la place de l'Algérie sur la scène culturelle internationale. Cependant, cette reconnaissance s'accompagne d'une responsabilité, celle de continuer à sauvegarder, transmettre et promouvoir ces trésors culturels qui font la richesse et la diversité de notre culture. La Gandoura et la Mlahfa, symbole d'élégance et de savoir-faire, incarnent l'identité et le raffinement des traditions algériennes. Et ce classement continue d'en parler en compagnie de nos amis Samira et Siham, mais ce sera juste après cela. Ça va, Samira? On vient en forme aujourd'hui, on vient heureuse. Heureuse, nouvelle victoire pour vraiment, oui, absolument. Contre vents et marées, on va dire. Voilà. L'Algérie a inscrit, enfin l'UNESCO a inscrit le patrimoine, donc on va dire immatériel, le costume, la Mlahfa, la Gandoura algérienne, au patrimoine de l'humanité. Voilà, donc, effectivement. On dit bonjour à Siam d'abord. Oui, bien sûr. Bonjour. Et comment ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, cher ami. Touma, ça va, la baisse, alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, parce que je voyais que ça allait enchaîner. Samira, quand on parle de patrimoine, on a du mal. Bah on a du mal finalement. C'est du porche, Samira. Alors, Siham, ça devait être j'imagine, très belle nouvelle pour vous aussi. Oui, excellente même. C'est une porteuse de patrimoine. Voilà. Oui, excellente. C'est pour ça que je dis à Siham, parce qu'à travers l'émission Patchwork, c'est ce qu'on fait. Exactement. Tout à fait. C'est un combat, carrément, pour la sauvegarde de. Il y a même des instruments et des objets qui sont passés dans ce reportage et qui sont passés dans l'émission Patchwork. Voilà, après, on en a parlé. Après, on découvre des choses dans l'émission Patchwork. N'est-ce pas? Il y a des choses, on se dit très anodines, mais ça a tellement d'histoires, ça a tellement d'anecdotes, de sens. Tout à fait, exactement. Alors, la Gandoura, la Mlahfa, on en parle aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, il y a eu la session du comité interne de l'UNESCO qui s'est réuni le 7 décembre dernier, j'allais dire octobre, je ne sais pas pourquoi, 7 décembre dernier, et qui a inscrit, entre autres, donc il y a eu le henna bien sûr, et il y a eu donc le costume, le henna pour un patrimoine partagé. Il y a eu le Gandoura et la Mlahfa algérienne, donc patrimoine national, inscrit dans la mémoire des nations, de l'humanité. C'est une très 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 bonne chose. Le 7 novembre dernier. 7 novembre dernier. Voilà. Demain, ce sera le 7 décembre. D'accord. Voilà. C'est l'émotion. On se rejoint. Voilà, c'est l'émotion. Après, je me fais une raison, parce que moi, j'ai toujours des problèmes avec les dates. Oui, c'est l'émotion, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Allez-y. D'accord, très bien. Donc c'est les savoir-faire, c'est l'art, les savoir-faire, les objets, c'est la tenue, c'est les artisans, c'est les bijoutiers, c'est les brodeurs, c'est tout ça qui a été inscrit. C'est à peu près, alors juste pour avoir une idée, c'est
les artisans de Béjaïa, de Kolo, de Skikda, de Bourj Bouhariric, de Constantine bien sûr, de Boussahda, Tougourt, ça va jusqu'à Djidjil Galma, c'est tout le Grand Est algérien qui est concerné par cette inscription et globalement l'Algérie. Oui. L'Algérie et le Grand Est, parce que nous portons, même si on est à l'ouest ou dans le sud, maintenant, quand il y a une cérémonie, que ce soit le mariage, donc Tsdera, et ça, même ce processus a été inscrit, les femmes algériennes aiment s'habiller comme ça, aiment avoir ça dans leur trousseau et se parer pour toutes les occasions. C'est vrai. Parfois juste pour l'Aïd, il y a des Algériennes qui portent ce genre de choses et c'est grâce à ce genre de choses aussi que ce patrimoine a été inscrit. Donc moi, je voudrais citer, si possible, les artisanes, parce que leur nom s'est inscrit aussi dans la mémoire des nations. Par exemple, la brodeuse, peut-être que tu la connais, Zalani Filla, Madame Gishift Mazohra, elle est professeure, donc elle a travaillé aux côtés du CNRPH, donc le Centre national de recherche anthropologique, historique et préhistorique, qui dépend du ministère de la Culture, bien sûr. C'est le ministère de la Culture qui a porté le projet par le biais de M. Hachi Slimane. Il y a Assi Foued, il y a Regani Fla, et puis Saïdani Meriem qui, elle, a appris de son grand-père, qui a appris à son père. Donc c'est une question d'intergénération, c'est un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Il y a le bijoutier Menahi Jamel, tous ces gens-là, parce que même le bijou a été inscrit. Donc il y a Khidroh, il y a Msaïs, il y a Siam El Sour, elle adore, voilà. elle a tout ça. Bah, justement, j'allais lui passer la parole à Siam parce que il y a justement, le Siam que tu as porté récemment dans Patchwork. Siam, dans Patchwork, on en a parlé. Oui, énormément, on ne fait que ça. Oui. En fait, on ne fait que ça, on ramène ce genre d'objets, des bijoux, des tenues, ça va du matériel au immatériel. Donc ce sont des ustensiles de cuisine, des objets de couture, des instruments qu'on utilise par-ci et par-là. Les aiguilles. Par exemple, le cheval, on a parlé de le cheval. Le cheval, c'est l'aiguille spéciale cuir. C'est avec laquelle on travaille le mjboud ou le terzi à Constantine. Alors, le mjboud, le ftoul, les techniques de fil noué, de fil brodé, à la chenille, au fil métallique, au fil de soie, bien sûr, au fil d'or. Tout ça a été inscrit aussi au patrimoine. Justement, ils sont en train de découvrir de très belles images. Il y a la chéchia avec les J'ai montré ça à Constantine. Voilà, c'est la pièce donc, ottomane qui est donc, et on a montré ceci à Patchwork. Qui agrémente la chéchia. Il y a le thread, bien sûr, de Constantine. Pas de Constantine, même ici, il le porte. Mais on le trouve dans le Grand Est, effectivement. Alors, thread qui sont très beaux parce qu'il est fait à base de Kronfol, c'est ça? Il y a plusieurs ingrédients. Il y a de l'ambre, il y a du girofle, il y a du musc, il y a plein de choses, même de l'eau exceptionnelle. Il y a Khidroh aussi qui porte, les Algéroises le portent aussi, mais ça se porte aussi. Il y a le djbin, il y a en fait il y a la ceinture, le mhazma avec donc des pièces d'or. Ce sont les femmes mariées qui la portent. Sinon, quand elles sont célibataires, elles la laissent. Gandora se porte, la Gandora constantinoise se porte sans ceinture pour les célibataires. C'est un signe, c'est pour indiquer que la fille est. En fait, le port de la ceinture pour les mariés et la jeune fille qui ne porte pas la ceinture, c'est un peu une tradition nationale. On la trouve un petit peu dans toutes les régions. Donc, lorsque la jeune fille, effectivement, ne porte pas de ceinture, ça veut dire qu'elle est célibataire. Mais c'est vraiment un signe qu'on retrouve dans les quatre coins du territoire. C'est très symbole et un jour, j'en parlerai. C'est comme celui qui met Nana autour de voilà. Mais ça, c'est algérois, par contre. Voilà. Ça, c'est algérois, par contre. Alors, juste pour rappeler la précision, c'est la Gandora et la Mellahfa, mais pas que. Donc, il y a le Qad qui a été inscrit, il y a le Qouiyat, il y a la Chechia, il y a le Sirwel, il y a Trila, il y a le Mendil, il y a le Gandour, il y a le Hzam bien sûr brodé. Il y a même alors parce qu'elle porte un vêtement à l'intérieur et dessus elle porte un caftan.
Donc, Kain Dakhlani ou Kain avec le carton de l'Est qui a été également inscrit. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et je voudrais aussi rappeler que depuis 2008, l'Algérie inscrit régulièrement son patrimoine immatériel. Et le premier que je vais citer, c'est l'Ahlil. Il a été l'Ahlil du Gourara, qui a été inscrit en 2008. Il y a l'hérité savoir et puis surtout Shidda. Donc, Shiddat l'Imsaniya, donc la tenue, on va dire, le costume nuptial à l'ouest du pays, à Tlemcen précisément, qui pèse 5 kilos. À peu près. À peu près, 5 kilos de... À peu près. Oui. Ça dépend si la famille est aisée. Ah voilà, c'est selon. Voilà. Oui. Exactement. Il y a le pèlerinage de Sidi Chir en 2013, exactement, à El Biyad. Sidi Chir, donc c'est Sidi Abdelkader Ben Mohamed, dit Sidi Chir, c'était en 2013. Il y a la Speiba, bien sûr, qui arrive juste en même temps que la Ashura, qui est célébrée surtout à Janet, une très belle tradition. C'est en 2013 qu'elle a été inscrite. Bien sûr, il y a les savoir-faire des mesureurs d'eau dans Touat. C'est et le Tidikilt, parce que c'est très spécial le Tidikilt. Exactement. Il y a le rail qui a été inscrit aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est une richesse que l'Algérie va partager avec le monde. C'est une richesse et comme le disait Samira, une belle reconnaissance. C'est notre histoire, c'est notre identité, c'est ce qui fait les Algériens depuis la nuit des temps. Et puis surtout, c'est du patrimoine immatériel. C'est la meilleure façon de le pérenniser, qu'il dure. Et puis on remercie les artisans, on remercie tous ceux qui contribuent à ce que cet art, c'est un art, c'est de l'artisanat, mais c'est un art, se perpétue de génération en génération. Voilà, c'est la meilleure façon effectivement de le préserver. Siham, un mot pour cette distinction? Oui, écoutez, c'est vrai que nous sommes heureux de savoir qu'il y a certaines belles choses de chez nous qui vont faire encore une fois la fierté de l'Algérie et qu'on connaît là, qu'on est présent, que nos enfants auront aussi cette chance de connaître ces vêtements. Seulement, j'aime pas trop le mot revisiter. Je suis pas très, moi je suis très classique. Je suis très dans la tradition et très dans le classique. Là, vous faites rappeler une artisane qu'on avait reçue ici à Bonjour d'Algérie. Et elle nous a montré le maqrout ta'zman, vraiment le maqrout, mais très très simple. Et elle nous dit, écoutez, moi je viens aujourd'hui, j'ai un appel à lancer. Le maqrout, c'est le maqrout. Si vous avez envie de faire un maqrout revisité, donnez-lui un autre nom. Voilà. Et laissez le maqrout tranquille. Voilà, elle dit, moi je ne suis pas contre la modernisation, je ne suis pas contre revisiter, mais... si vous avez envie de le faire, donnez-le. Parce que à force de changer, on oublie. On oublie, oui. Le courbeau qui a essayé d'imiter comment marcher. Non, mais attendez, tout ce qui est ancestral, classique, doit avoir déjà son statut. Après, bon, à côté, on peut créer, il y a toujours cette ibda'. D'accord. Après, la société aussi change, la société c'est normal. Ce qui est normal est normal, ça vient tout seul. Mais il faudrait que l'originel reste, et c'est très important. Effectivement. Voilà. C'est très important pour les prénoms aussi d'ailleurs. Oh, bah écoutez, je ne vous fais pas dire. N'est-ce pas? Alors, pour les prénoms aussi. Alors, donc, pour aller avec la chronique de ma chère amie Samira, elle m'a donné une idée d'ailleurs. Le prénom de Zakhroufa. Alors, Zakhroufa est un prénom qu'on retrouve dans le Hodna, notamment du côté de Djelfa, Boussaada, Msila, ça peut aller jusqu'aux Aurès, non, on le retrouve jusqu'à Biskra, donc ça traverse un petit peu les Aurès sud, et puis on peut le retrouver au nord, du côté Batna, Barika, Mrouana, etc. C'est un ancien prénom nomade, et qui se rapproche à ce que Samira venait de dire, parce que Zakhroufa signifie le fodda, donc c'est de l'argent. C'est les bijoux en argent, d'accord? Tout ce qui est bijoux en argent. Ça fait penser Zakhroufa, ça fait penser Zakhrafa. Un peu. On n'est pas très très loin de l'idée principale, donc c'est un peu, c'est le bijou d'argent. Alors, dans notre tradition, dans notre savoir-faire, ainsi que dans nos croyances, Adna Koudou Fodda Tsemi. Le Fodda Tsemi, c'est-à-dire qu'elle éloigne le mauvais œil. Et elle est de très très bon augure. Et du coup, quand une femme... Il y a les bébés, quand ils naissent, les mamans, enfin les grands-mères plutôt, les mamies, font passer un bracelet d'argent sur le corps du bébé. Alors, le Fodda Tsemi, donc le Fodda, elle protège. Et du coup, cet enfant va porter le nom de Zakhroufa, c'est-à-dire Foddiya, si on veut, toute la vie. Alors, à l'est, Zakhroufa est bien présent, notamment dans le côté intérieur de l'Est algérien. Et puis,
à l'ouest, dans l'Ouarchenis, etc., ben nous avons Faddiya, parce que Faddiya existe aussi. Comme donc la Dahbiya. notion, comme Dahbiya notamment. Oui. Donc Dahbiya, c'est plus dans la Kabylie, Béjaïa, Tizi Ouzou, ça va jusqu'à Sétif, les Babors, Gigel, bon, Kain Alors, Dahbiya. il y a Clément qui me dit, on peut donner carrément le prénom Fadda. Oui. Il y a Fadda ou Fatta. Fatta, Alors, parce qu'il y a Fatta en Kabylie, plutôt accent algérois. Oui. Pourquoi? Parce que le da ne se prononce pas da sur Alger, mais se prononce ta. Oui. Comme Beda, Beta, Sharba Beta, Hababet, etc. Oui. Alors, il y a ceux qui disaient que Fatta, en fait, c'est le diminutif de Fatima. Non, Fatta, en fait, Fatta, c'est le Fadda, tout simplement. C'est Faddiya, n'est-ce pas? Donc, Zokhroufa, Faddiya, Fatta, c'est le même prénom, c'est l'argenté. C'est une dame qui est argentée. Je trouve que c'est un très, très, très beau prénom aussi. Oui. Voilà. Moi, je connais une Zakhroufa qui est nomade, justement. D'accord. Entre Larouat et Djelfa. Et le prénom vous a marqué? Ah, c'est la première fois que je l'entendais. Voilà. Zakhroufa. Et ça disparaît, malheureusement. Voilà. Oui. Ça tombe dans la déchéance. Alors, c'est un beau prénom. C'est un bijou en lui-même. Un bijou qui respire, qui vit, qui raconte, qui marche, qui vit. Voilà, effectivement, bonne et due forme. Ça, c'était pour le prénom féminin, mais sinon, peut-être un prénom masculin. Un prénom masculin pour aujourd'hui. J'ai fait très algérois aussi, donc on va passer à la Casbah d'Alger. Ce prénom qu'on retrouve non seulement dans Alger, mais aussi dans le Fars et dans les wilayas limitrophes. Donc le prénom de Mohamed. Mohamed, il y a beaucoup de Mohamed à Alger, beaucoup de Mohamed à Blida, beaucoup de Mohamed à Miliana. Ça peut aller jusqu'à Ténès. Mais pourquoi Mohamed? Qu'est-ce que c'est? Avec un Hamza au début, Mohamed. Alors, en fait, Mohamed, c'était une prononciation turque du prénom Mohamed. Voilà. Donc, le prénom Mohamed a voyagé, l'islam a voyagé. Et chaque population a donné le prénom Mohamed et elle l'a adapté à sa connotation et sa prononciation. Du coup, Mohamed, donc celui qui est comblé de louanges, va passer chez les Turcs avec une connotation turque qui est Mehmet. Donc, Mehmet chez les Turcs, à Alger, on l'a encore adapté. On a adapté celui qui a été adapté. Oui. Donc, c'est devenu pas Mehmet, mais Mohamed. C'est au milieu, finalement. Voilà, c'est Mohamed. Et quand on va un petit peu au sud, quand on va dans le Sahel, quand on va au Niger, au Mali, alors on va trouver la forme conjuguée déjà. On va trouver Mamadou, qui est Mohamedou. Oui. Non, rien raté. Vous voyez, donc Mamadou, en fait, c'est Mohamed. Donc, vous voyez que le prénom voyage et à chaque fois, il prend une forme. Est-ce que Ahmed aussi prend racine de Mohamed? Ahmed est un deuxième prénom. D'accord. Donc, Mohamed et Ahmed. Ahmed, c'est le mot araméen de Mohamed. D'accord. D'abord, il y a eu Ahmed. Après, il y a eu Mohamed. D'accord. C'est araméen. C'est pas, les voyelles arabes ne sont pas encore arrivées quand Ahmed est né. Donc, c'est un prénom qui précède Mohamed. Voilà. Très bien, merci. Comme quoi, hein, non, c'est énorme. Beaucoup de dérivés. Oui, et ça donne autre chose. Dieu seul origine. Au moment où j'aurais voulu faire aussi d'autres prénoms, vous allez voir quand on va parler de Fatima. Oui. C'est énorme. Très joli prénom. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on va trouver les dérivés, mais alors Mama, l'oranaise, Mimi, l'algéroise, Fafa, la mozabite. Oui. Tout ça, c'est Fatima. Oui. Yasmina. Alors, Yasmina. Non, Smina. Oui, mais c'est-à-dire que les dérivés déjà de Fatima, c'est énorme. Fatoum, Fatouma. Fafoucha. Par exemple. Oui, Fafouchède. Tétma, Tétam. Allez, un grand salut entre Fafoucha, hein, effectivement. Oui, voilà. Donc, vous voyez que c'est un monde, c'est une société à ciel ouvert et un savoir-faire, des rituels, des croyances, des traditions, des coutumes. Et ça nous parle, ça nous parle, ça voyage surtout. Oui. Et c'est des légendes. Et beaucoup de poésie. Oui, oui. Tous nos prénoms sont poétiques. Finalement, le prénom reste un patrimoine, on le disait, immatériel, tout comme les autres éléments, j'ai envie, de patrimoine. Oui, tout à fait. Aussi, ils se modifient, ils s'adaptent à la société, tout à fait, au changement exactement. De la société. Exactement. Et ça voyage beaucoup. Ça voyage, donc ça va d'une société à une autre. En fait, c'est la même chose. Si vous prenez le latin, un prénom qui est en latin Nadège, bon, en slave, c'est le même prénom, c'est Nadia. Nous, on l'a en Nadia.
quand ça va en Arabie, ça devient Amel. Bon, c'est la même chose. Amel, carrément. Ah oui, c'est Amel. non, là, donc dans une autre Nadej, forme, Nadia, carrément. Nadia, mais c'est Amel. En fait, c'est l'espoir. Donc vous voyez que après, ça voyage. Après, ça voyage. C'est comme Johanna qui va passer en latin, va devenir Jean. Chez les Grecs, ça va prendre la forme de Yanis. Si on fait quoi, Siham? Ce sont des traductions Non, non, ou c'est ce une sont connotation al-lahajat. Oui. Et chacun adapte à al-lahajat. Parce que là, c'est une transformation carrément. Totale, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines règles linguistiques internationales. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Par exemple, le J latin se transforme en un Y. D'accord. Chez les Slaves orientaux. Donc tout ce qui est J latin, le J latin se transforme chez les orientaux, dans les langues orientales, en un Y. Donc par exemple, janvier, Yinaïr. Enfin, nous sommes là. D'accord. Donc le J se transforme en un Y, c'est facile. Et donc ça change finalement complètement la prononciation. Ben oui. Le mot carrément finalement il va se transformer. Ben Enfin, oui, nous parce avons que, l'impression qu'il se transforme. Parce que Katia s'écrit avec un G aussi. D'accord. Quand vous écrivez Katia, c'est Katja. Mais comme nous sommes dans des pays slaves, et c'est un prénom qui vient des pays slaves, du coup ça se transforme en un Y. Mais en fait c'est Katja et non pas Katia. Et donc Mahmoud prend racine dans Mohamed. Oui, tout à fait. Mahmoud, c'est celui qui est surloué. Alors Mohamed, c'est le comblé de louange. Okay, c'est le comblé de louange. Mahmoud, c'est un participe passé. C'est celui qui était le plus comblé de louange. Voilà. Il est encore plus ismaf'oul. Donc c'est un participe passé. Ok. Voilà. Ah, donc finalement, même les prénoms se conjuguent. Hein. Ben écoutez, ça prend des formes. Oui, entre Rassim, qui est Sirat Mubalara, donc c'est un participe présent continu. Hein, là, c'est la linguiste qui parle. Oui, là, c'est la linguiste qui parle, effectivement. Là, c'est la linguiste qui parle. Et entre Yazid, qui faut profiter au maximum, pour avoir le maximum d'informations. Et Yazid, par exemple, et Yazid qui est tout simplement un verbe dans le futur. Huwa Yazidu. Donc c'est un verbe, voilà. Et puis chaque société a donné des spécificités pour des prénoms. Par exemple, si vous allez en Andalousie, vous trouvez que les noms qui sont connus en Arabie, des prénoms, des très très anciens prénoms, prennent une connotation andalouse qui est el waw noun. Donc Zayd devient Zaydoun, Saad devient Saadoun, Hamad devient Hamdoun, et quand vous trouvez ce waw noun, c'est tout simplement andalou. Maintenant, la première forme, bien sûr, du pluriel d'Arabie, c'est-à-dire le khir, il y a le duel. Alors, Utmi ou Utman, Zayd Zaydan, Hamad Hamdan, etc. Hamdan qui est très présent à Miliana jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà, Hamdan. Hamdan, comme ça, avec une forme moussanna, un duel. Qui peut être un prénom et même un nom de famille. Tous les prénoms se sont transformés avec l'âge, avec le temps en nom de famille. En nom de famille, effectivement. Pratiquement tous les prénoms, d'accord. Ou bien n'est-ce pas Brahim, Brahimi, Hamza, Hamzawi, etc. Enfin, c'est à l'origine, c'est un patron ou un aïeux, un grand-père, etc. Et cette tribu, cette famille appartient à Ibrahim, donc elle devient Ibrahimi. C'est par rapport à... Voilà, c'est une attribution. Voilà, une appartenance, une attribution. Voilà, une appartenance. Donc voilà. C'est un monde, hein. Ben écoutez, zidlek. Allez, Wahed pour finir. Alors, Wahed pour finir. Salim, tiens. Qu'est-ce que c'est que Salim? C'est celui qui est saint. Salim, celui qui est saint, c'est ce que... D'accord. Alors, Salim, c'est un surnom et non pas un prénom. Le surnom, c'est celui d'un enfant qui a vécu à une morsure de scorpion. D'accord. Si un enfant en bas âge a été mordu par un scorpion, piqué par un scorpion, d'accord, a été piqué par un scorpion, et ben c'est tout simplement qu'il survit, c'est tout simplement un salim. Alors on appelait salim que celui qui survivait après avoir été piqué ou mordu donc par un scorpion. Et c'est ça, un Soulaim ou un Salim, très vieux prénom d'Arabie. Voilà, par exemple. Qui vient toujours d'actualité, hein, Salim. Non, ça ne vient pas de Souleyman. Souleyman, c'est... Ah non, c'est autre chose. Souleyman vient de Souleyman. Salim, c'est bon, il y a toujours la même racine, mais Souleyman, c'est toute notre histoire. Ah, finalement, c'est tout un monde. Non, mais quand on fait de la linguistique et quand on cherche
On trouve que, en fait, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes valeurs qui tourneront, mais chacun l'adapte à son milieu. À son milieu, à sa société, mais on ne s'appelle pas par hasard. Mais on ne s'appelle pas par hasard, je suis d'accord avec vous. Ouais. Là, on ne s'appelle pas par hasard. Non, on ne s'appelle pas par hasard parce qu'on croit que nos aïeux, il faut faire très attention. Ils avaient des choses à dire à travers le prénom. Effectivement, on en avait parlé d'ailleurs une fois, Siam, par rapport à ce choix. Donc c'est toujours un choix qui est justifié par soit un événement particulier, soit par une espérance particulière, une date, une année, voilà, effectivement, une croyance, une période, voilà. Ramadan, comme des prénoms phrases. Une prochaine fois, on dit comme les prénoms phrases. Ce serait intéressant, prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup les filles, ça a été un plaisir. Merci pour ce beau voyage que vous avez proposé à tous les Algériens, toutes les deux, effectivement. À tous les artisans, à tous les bijoutiers, à toutes les brodeuses et brodeurs aussi, puisqu'il y a des hommes. Effectivement. Et à l'Algérie. Belle distinction, encore une fois. Merci beaucoup les filles, on se voit vendredi prochain. Inch'Allah. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Avec un grand plaisir, je vous retrouve dès demain. Au revoir. ينعصر كيف نعصرو عناقب الدوال ينخمر يتخمر وتعود ليه مشوال ليه مشوال يغيب حالو ويبات مسهر اللياليات يغيب حالو ويبات مسهر الليال مملا ذاك الكاس حتى بكى بدمعاتو مملا ذاك الكاس حتى بكى بدمعاتو من شدايد بعض الأوقات من شدايد بعض الأوقات من شدايد بعض الأوقات اللي علي فاتو من شدايد بعض الأوقات